Moi, je souhaitais encore vous présenter des résultats de comptage de ces dernières semaines, de ces derniers mois, en vous parlant notamment d'études qui ont été faites dans le contexte du réseau, donc avec l'ADANA, l'ADAPI, l'ADA Occitanie, l'ITSAP et d'autres collègues. Je vais essayer d'avancer, donc si ça cliquait, ce serait déjà mieux pour avancer, mais sinon je vais faire ça comme ça. On a parlé tout à l'heure du varroa, on a rappelé qu'il y avait différentes périodes de lutte, on en a parlé avec nos sponsors et exposants qui proposent des produits adaptés soit à la fin de l'été, soit à l'hiver, soit même à la saison, qui est une nouvelle période de traitement qui a été ouverte avec des médicaments comme le Varomède ou d'autres médicaments à l'acide oxalique qui peuvent être utilisés en saison entre deux mielés. Je tenais à rappeler que chaque période était dédiée à un objectif différent qu'il faut bien garder en tête. La fin d'été vise le fait d'atteindre la capacité à élever des abeilles d'hiver de qualité. Donc on doit avoir terminé son traitement avant que le couvain qui donnera les abeilles d'hiver soit pondu. C'est quelque chose qu'il faut malheureusement rappeler parce que souvent on voit des gens qui mettent les traitements tardivement alors que les abeilles d'hiver sont déjà en train d'être élevées et donc on n'aura pas atteint l'objectif de garantir la qualité de l'abeille d'hiver. Et on sait très bien que c'est corrélé directement aux pertes hivernales, comme le montrera les graphiques que je présenterai tout de suite sur les enquêtes qu'on a menées auprès de vous-même. L'hiver, c'est un objectif encore différent vu qu'on cherche à éliminer les varrois résiduels et c'est vraiment l'objet de cette présentation d'aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation sans couvain, tous les traitements marchent mieux. Dès qu'il y a du couvain, je le dis à l'envers, dès qu'il y a du couvain, une ruche très dynamique qui pond beaucoup, tous les traitements marchent moins bien. Donc en hiver, on est dans cette période idéale où il y a une rupture de ponte, ou en tout cas il y en a eu même si elle se raccourcit actuellement avec le réchauffement climatique, et donc on a une période idéale pour traiter. Alors voilà, je rappelle que les médicaments à base d'acide oxalique s'appliquent par température de préférence supérieure à 7 degrés, de manière à ce que la grappe soit un peu ouverte. Ça, c'est les bonnes pratiques, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a le mémento de l'apiculteur, il y a les GDSA, pour vous en donner tous les détails. Et en saison, donc on se rend compte qu'en saison, on peut très bien avoir l'envie de traiter pour baisser la pression. Et c'est possible. Par contre, on a arrêté nos espoirs ont été déçus et on a arrêté de chercher à trouver des solutions optimum pour le faire parce que ça ne marche pas bien, voire très très peu, parce qu'il y a un couvain dynamique, il y a une ponte dynamique. Et dans ces cas-là, tous les traitements marchent moins bien. Donc on réserve ça à des situations où on associe à une rupture de ponte provoquée par le retrait de couvain, provoquée par l'encagement, ou alors naturelle, comme par exemple avec la mielée de lavande, donc un sujet sur lequel on avait déjà eu une présentation l'an dernier. Je vous présente des résultats sur 10 années d'enquête perte hivernale. Quand je fais la corrélation entre le niveau de perte ruche morte en rouge et le médicament utilisé, et en orange, on a mis les ruches non-valeurs, tout ce qui est bourdonneux, tout ce qui est trop faible. On se rend compte qu'il y a une différence, une corrélation qui pourrait laisser penser qu'il y a une cause à effet entre le choix du médicament à l'automne et les pertes subies au printemps. Alors on voit que les cases en orange, là, elles sont assez standards, elles ne bougent pas trop, donc la quantité de non-valeur n'a pas l'air d'être très influencée par le choix du médicament. Cependant, le nombre de ruches mortes, le taux de ruches mortes au niveau de l'apiculteur, lui, a l'air d'être très très dépendant, ou en tout cas une forte corrélation avec le choix du médicament. Avec des médicaments à base d'amitrase qui sont les mieux placés. Alors sur le deuxième médicament, le premier médicament Apivar, on a beaucoup de données parce que c'est un médicament très utilisé, donc la marge d'erreur en noir est faible. Apitraz, on a encore très peu de données, donc il y a une grosse marge d'erreur, mais il a l'air de se placer à peu près au même niveau, etc. etc. Vous avez pu lire les différents items de cette diapo. Ça, c'est des documents qui sont en accès libre, on en a déjà parlé, on a déjà diffusé, c'est des documents qui sont à lire tranquillement à la maison. Et le deuxième gros graphique qui sort de cette enquête, c'est qu'on peut aussi faire la même corrélation entre les ruches qui sont traitées en juillet, en août, en septembre, en octobre, et le taux de mortalité qui est subi par les apiculteurs ayant traité les ruches à ces différents moments-là. Alors là, quand on fait la somme sur 10 ans, on a quand même des marges d'erreur qui sont un peu importantes, hein, les barres noires, parce que c'est assez variable suivant les années. Il y a des effets saison, des effets mielés. Mais bon, globalement, on se retrouve quand même avec une tendance qui va dans le sens de cette fameuse mise en place des traitements d'automne suffisamment tôt pour que le couvain qui donnera les abeilles d'hiver soit déjà élevé par des nourrices qui soient débarravitées.
Une nourrice parasitée ne pourra pas prendre un soin correct de son couvain et le couvain sera en plus lui-même parasité et donc l'abeille d'hiver sera de mauvaise qualité. Alors voilà, j'enfonce un peu des portes ouvertes, j'espère que vous avez tous ça en tête. Et maintenant que la fin de saison est terminée, nos traitements donc de fin d'été sont terminés, on s'apprête à préparer celui de l'hiver qui se passera en général, on dit, entre Noël et Nouvel An, en phase hors couvain, et on aura ainsi une efficacité nettement améliorée de tous les médicaments qu'on mettra en place. Et la réflexion qu'on a déjà entendue dans ces dernières présentations, et celle que plusieurs apiculteurs m'ont aussi donnée, c'est qu'il a un intérêt à associer les deux traitements et ne jamais faire l'impasse sur le traitement d'hiver. Un apiculteur m'a dit que lui, il préférait avoir des ceintures et des bretelles. Comme ça, il avait moins de problèmes. Donc la combinaison de ces deux phases de lutte paraît comme être une solution, en tout cas de plus en plus pratiquée, pour maîtriser la quantité de varroa dans nos colonies et la quantité de varroa au printemps. Donc voilà, ça c'est une illustration que j'ai piquée à un magazine américain. Donc le problème est mondial. Et je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans le plan de ma présentation, en revenant sur les constats qu'on a avec le réseau des ADA et donc de toutes les instances autour de l'apiculture. Le constat, c'est que les apiculteurs ont un besoin de connaître, d'être en mesure de connaître la charge varroa. Ils doivent aussi être capables d'interpréter cette charge, parce que c'est pas tout de savoir qu'il fait 12 degrés, 15 degrés, mais est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu, est-ce qu'on est dans une zone de danger? Donc il faut être en capacité de donner des données qui permettent d'interpréter. Et donc pouvoir prendre des décisions. À quel moment, quel type de décision, quel type d'intervention en fonction de la période et des critères de l'apiculteur. Et donc, dans le but d'avoir des moyens de lutte efficaces à disposition. Donc ça, c'est des besoins sur lesquels on a essayé de travailler avec le réseau des ADA, en travaillant notamment sur une base de données nationale basée sur l'indice varroa pour 100 abeilles. Le VP100, c'est le nombre de varroa pour 100 abeilles, et cette base de données nous permet de sortir des données de référence sur lesquelles vous pouvez vous-même vous appuyer lorsque vous faites un suivi dans vos ruches et vous comparer aux autres années, aux autres régions et aux situations à risque ou pas. Donc fixer des seuils à partir desquels il y a des dommages ou des répercussions sur la santé de l'abeille, sur la production, et ainsi pouvoir décider ce qu'il faut faire. Fournir un outil qui vous permette de répondre à des questions. Quand on parle de comptage, on va parler un peu de la méthode de comptage et d'évaluation de l'infestation. On ne va pas faire des évaluations juste pour le plaisir, c'est du temps perdu, c'est du travail. On va le faire pour répondre à une question à un moment donné. Est-ce que j'arrête ma saison maintenant, ou est-ce que je vais encore faire une mielée sur le sapin ? Une mielée tardive. Est-ce que mon traitement de l'hiver a fonctionné suffisamment pour qu'au printemps, mes ruches sont suffisamment propres? J'ai un doute, alors je fais un comptage sur ce rucher sur lequel j'ai un doute, et on se permet comme ça de mesurer quelque chose, de comparer aux références qu'on a, et donc ça va m'amener comme ça à développer ce plan. Je parlerai en 2 donc des données que nous avons dans le réseau actuellement, et en 3, je vous présenterai enfin le plus intéressant, les mesures qui ont été faites ces 2 derniers hivers, et également cet été et cet automne dans des ruchers du Grand Est. Alors sur l'évaluation du varroa, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail. Il y a notamment les plaquettes que vous avez vues à disposition derrière sur la fiche technique, qui explique comment ça fonctionne. Il y a 2 méthodes qui sont vraiment utilisées dans le pays. Le suivi des chutes naturelles au fond de la ruche. Donc ceux qui ont un plancher intégralement grillagé peuvent mettre un lange graissé, de préférence, pour éviter que les varrois ne se barrent ou que les fourmis ne viennent trop les consommer. Et quand on observe ces débris qui tombent au fond de la ruche, on peut compter le nombre de varrois par jour. En fait, c'est en général sur des périodes de 1 semaine, minimum 1 semaine, qu'on se permet d'avoir une construction de cet indice de nombre de varrois par jour. La méthode 2, celle qui a été retenue pour cette base de données nationale, est très différente. Elle consiste à prélever 100 ml d'abeilles, donc un nombre d'environ 400 abeilles, sur un cadre de couvain naissant pour bien viser les abeilles nourrices. Un cadre de couvain, pardon, des grosses larves, je dis n'importe quoi. Donc du couvain ouvert, stade grosse larve, là où il y a le plus de nourrices, on prélève des abeilles, bien sûr on évite la reine, et on va laver ces abeilles avec différentes méthodes, on en discutera peut-être dans les questions, et on va compter un nombre de varrois pour 100 abeilles. Et ce nombre de varrois pour 100 abeilles nourrices va nous renseigner sur l'intensité de cette infestation.
Alors voilà, bon, bah, je viens de l'expliquer. Cette mesure du VP100, il y a tout un protocole. On a des fiches techniques et des vidéos tutos sur Internet qui vous en donnent les détails. Et pour ceux qui n'auraient jamais vu de varroa, ce qui n'est pas le cas dans cette salle, voici des photos de varroa phorétique. Donc phorétique, ça veut dire qui est sur une abeille adulte. Et j'ai piqué une diapo à Veto Pharma qui est assez parlante, un iceberg qui témoigne bien du fait que suivant les saisons, en fait, on a entre 5 à peut-être 30-40% des varrois qui sont émergés sur les abeilles adultes, alors que l'essentiel de la population des varrois reste immergé sous la surface des opercules du couvain, et donc complètement à l'abri de votre regard et à l'abri de la plupart des traitements. Donc ça, cette diapo, je pense que vous l'avez tous en tête, mais il faut bien la garder en tête parce que quand on regarde nos abeilles par une belle journée d'automne, on aura tendance à se dire, à se rassurer, elles sont belles, elles sont populeuses, tout va bien, mais on aura une très mauvaise perception de ce qu'il y a encore dans le couvain et dans la ruche, à moins qu'on ait atteint un stade déjà très avancé de la maladie, un stade où il est même déjà trop tard pour réagir, avec les fameuses viroses que nous a présenté Anne ce matin, les ailes déformées, les varrois visibles sur le dos des abeilles, ou le couvain désoperculé avec les têtes des larves cannibalisées. Et donc là, Anne nous a expliqué à quel point à ce moment-là, il y avait déjà eu une explosion virale et qu'il sera très très difficile de redescendre cette charge virale rapidement et de manière efficace. Encore une photo qui présente bien ce qu'est une abeille atrophiée. Abdomen un peu réduit et ailes complètement déformées. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai dit que je parlais pas souvent, pas longtemps de la méthode d'évaluation, juste pour dire que cet échantillonnage de ruches, cette mesure de l'infestation d'une ruche peut être utilisée pour des gros apiculteurs professionnels sans y passer non plus toute leur vie, en se contentant d'échantillonner entre 8 et 10 ruches d'un rucher. Statistiquement, vous allez passer à côté de ruches, vous allez faire une étude globale approximative, mais c'est bien ce qu'on cherche, approximer l'infestation, en estimer la moyenne. Et lorsqu'on a par exemple un rucher, on prend 10 ruches au hasard, donc là j'ai pris des données qu'on avait de cet automne. Nous, quand on est à l'ADA, on va aller peser le poids d'abeilles, parce que c'est pas la même chose de compter sur 300 abeilles un certain nombre de varrois que s'il y en avait 200, 500 ou 600. Suivant le poids de l'échantillon, on estime un nombre d'abeilles et on se sert d'une petite règle de 3 pour calculer un pourcentage. Et donc là, vous avez des ruches qui sont à 2,1%, donc 2 varrois,1 pour 100 abeilles, 0,0000, et on a une ruche qui pète les scores avec un 12%. Donc là, cette ruche-là, elle est largement plus infestée que les autres. C'est tout à fait normal dans un rucher d'avoir quelques ruches beaucoup plus infestées que les autres. On les appelle les têtes à poux. Des ruches qui, pour une raison ou une autre, histoire de vie, génétique, que sais-je, ont une infestation largement supérieure à leurs voisines. C'est naturel, c'est observé très fréquemment. Donc là, pour l'apiculteur qui aurait des centaines de ruches, il va se contenter de faire une estimation globale, il va tomber sur une moyenne à 1,8. 1,8, c'est très bien, mais ça veut dire quoi, monsieur? Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? Ça dépendra de la saison, ça dépendra de l'objectif de l'apiculteur, et c'est là qu'on va rentrer sur le deuxième point qui va parler donc des données accessibles déjà aujourd'hui dans le réseau de ce travail collectif qu'on fait avec toutes les ADA de France et qui a commencé en fait il y a déjà... c'était encore en 2014 ou 2013 que ça a commencé avec une étude centrée sur la lavande. Et là, je vous présente d'abord un schéma global qui présente les 40 000 données actuellement dans la base de données, en sachant qu'il manque encore celles de 2021 et 2022 qui vont venir. Et là, vous avez une vue globale, toute année confondue, de toutes les boîtes à moustaches qui présentent donc là où la quantité de varroa et sa répartition au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est finalement pas forcément informatif, on va faire des choses plus fines en comparant les choses à l'intérieur de cette base. Ce qu'on voit ici, en fait, les boîtes, c'est là, à l'intérieur de la boîte, il y a 50% des données, 25% dans la moustache du bas et 25% dans la moustache du haut. Et tout ce qui est là en petits points, petites bulles, c'est toutes les valeurs aberrantes qui ne correspondent pas à une distribution normale et qui sont donc des états remarquables et aberrants par rapport à la majorité des données. La majorité des données sont dans la boîte et dans les moustaches, et on se rend compte qu'en France, ces dernières années, ces presque 10 ans, dernières années, on a des ruches qui se tapent des charges varroa énormes, extrêmes, dès le printemps, dès le mois de mars, avec des charges, au mois de mars, inférieures à 10%, mais c'est colossal, et qui vont la traîner pendant quelques temps jusqu'à, bien sûr, mourir et disparaître du graphique parce que la ruche va s'effondrer. Mais on se rend compte un peu là de la
réalité d'une infestation très intense au fur et à mesure que la saison se dévoile. Alors ce schéma global, je peux peut-être juste faire un graphique pour vous expliquer donc ces boîtes à moustaches, en vous faisant ici une comparaison en fait avec une distribution peut-être plus habituelle qu'on voit un graphique qui reprend des données. Vous voyez ici, c'est exactement les mêmes données qui ont été transposées en format de boîte. Ça nous permet comme cela de comparer plusieurs années entre elles, ou plusieurs périodes, plusieurs données. Donc vous avez la majorité de données dans la boîte, et les moustaches représentent celle du haut et celle du bas, chacune 25% du jeu de données. Voilà pour l'explication sur le graphique, mais je voulais vous montrer ces données-là, et surtout vous montrer ce qu'on peut en tirer lorsqu'on mouline ça avec les données de récolte de miel qui ont été mesurées en même temps sur la mielée de lavande. Ce graphique-là, qui est donc issu de ce travail, vous met en relation, donc cette fois-ci, les boîtes ne concernent plus l'infestation, mais la performance en kilos de miel récolté. Les infestations sont ici en bas. Vous avez ici des ruches qui sont à moins de 1% d'infestation au début de la mielée, des ruches qui sont entre 1 et 2%, des ruches qui sont entre 2 et 3%, et etc., etc. Plus on va à droite, plus on est dans des ruches dont la population varroa était plus importante. Et vous voyez donc dans la boîte représente, ou la moyenne représente la quantité de miel récolté en fonction de l'augmentation de l'infestation varroa le jour de la pose des hausses, le jour de la mise en place de ces ruches sur le champ de lavande. Et on fait le bilan donc 3 semaines plus tard. On se rend compte que pour des infestations faibles, de l'ordre de 1, 2, 3% de varroa, pour 100 abeilles, il n'y a pas de différence de performance lorsqu'on compare ces données qui sont sur plusieurs années. Par contre, dès qu'on dépasse ce seuil de 3% au début de la mielée, on se rend compte qu'il y a directement un coût en kilos de miel par ruche qui est porté par la colonie et par l'apiculteur. Et le fait d'amener des ruches sur une mielée avec des charges de varroa phorétique de 3, 4, 5% va directement impacter l'espérance de gain de miel que vous pouvez avoir. Donc là, on voit bien de quelle manière varroa impacte réellement la production de miel et la santé des colonies. Et ce graphique et ces milliers de données qu'il y a derrière ce graphique nous permettent de vous donner un seuil économique de nuisibilité qui est donc fixé ici à 3%. 3 varroa pour 100 abeilles. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est valable pour la lavande, est-ce que c'est valable pour le sapin, pour le tilleul, pour des mielés qui nous parlent à nous? Je ne sais pas encore. Il va falloir pour cela qu'on accumule des données, et notamment des données de performance de récolte, pour vérifier s'il y a une différence de seuil, et qu'on devrait peut-être vous alerter sur des seuils plus bas ou au contraire plus hauts. Je vais terminer là donc, cette présentation des données actuelles du réseau avec ce schéma là, que nous avons mis dans notre fiche technique sur la question de l'infestation varroa que vous avez à la sortie de la salle. En sortie d'hiver, on a un objectif à ne pas dépasser qui est de environ 1 varroa pour 100 abeilles. Alors dans la petite boîte en bas, je vous explique qu'au-delà de 1 varroa pour 100 abeilles, au printemps, on vous garantit que vous aurez une baisse de couvain, une baisse du nombre d'abeilles avant que la mielée d'été ne soit terminée, et donc que vous aurez une production de miel moindre par rapport à des colonies qui avaient 0 varroa au printemps. Donc on peut déjà vous dire, au printemps, faites un screening sur vos ruchers. Si vous voyez que la moyenne du rucher, ou ruche par ruche si vous êtes perfectionniste, vous voyez des taux de varroa pour 100 abeilles qui dépassent les 1%, il n'y a pas de symptômes sur les colonies profitent du printemps, tout va bien, mais déjà, on sait qu'elles vont dans le mur. Et donc, c'est bien de le savoir en avance, comme ça on pourra peut-être éviter le mur, en faisant des mesures correctives ou des actions techniques ou autres. Alors, juste en dessous, je marque tout en bas de la diapo que même entre techniciens, on discute même d'une valeur à 0,5 varroa, parce qu'on se rend compte que déjà, quand on est à 0,7, 0,8 varroa pour 100 abeilles au printemps, déjà là, on voit qu'on est sur le bas que la courbe va plutôt vers le bas et qu'on aura un impact. Et l'objectif, donc le corollaire, c'est l'objectif d'avoir 0, un 0 virtuel, c'est pas un véritable 0, il y a des varroas dans la ruche, mais on prend un échantillon d'abeilles, on le lave, on voit pas de varroa, on est content, là c'est bon, a priori, l'estimation en tout cas ne nous alerte pas sur un risque. Ce seuil va évoluer au fur et à mesure de la saison. En juin-juillet, on va plutôt être sur cette donnée des 3 varroa pour 100 abeilles qui est issue de la diapo précédente. Et on peut même proposer une conversion au nombre de varroa par jour pour ceux qui font du comptage sur l'ange, en leur proposant d'avoir une valeur seuil
de l'ordre de 10 varrois par jour. Alors, on n'a pas assez de recul sur ces valeurs, notamment pour le nombre de varrois par jour, pour le comptage sur l'ange. On n'a pas de base de données suffisamment riche et suffisamment corrélée à la production de miel pour vous donner de vraies valeurs. On a des choses, des notions qui sont issues d'études faites dans d'autres pays, dans d'autres miellets, et donc dans des contextes très différents, mais on les utilise quand même à défaut d'avoir mieux à vous proposer. Et enfin, à l'automne, on aura un objectif, après traitement contre la varrose, un objectif d'être retombé à moins de 2% de varroa, ou alors à moins de 1 varroa par jour lorsqu'on est sur des comptages de chute naturelle. Voilà, donc ces notions-là, donc voilà, sont pas toutes gravées dans le marbre, ça ne se discute encore, mais on va essayer de vous affiner ces notions, ces données, pour avoir des repères de plus en plus précis et peut-être même régionaux, lorsqu'on aura accumulé assez de données dans notre région. Je vais rentrer justement un petit peu sur ce qui est intéressant, c'est des bilans d'études, d'essais qui sont encore en cours de traitement, qui ont été commencés en hiver 2020-2021, puis 2021-2022. On a testé différentes modalités de traitement en hiver, à différentes dates, en prenant exprès des ruchers pour les traiter au bon moment, entre Noël et Nouvel An, et exprès des ruchers pour les traiter trop tard, en février, quand on sait qu'il y a du couvain, on sait qu'il y a de la ponte, et que donc on a loupé la bonne période. Et la question qu'on se posait, c'est de comparer différentes façons de traiter pour peut-être dire aux apiculteurs qui ont raté la bonne période qu'ils peuvent se rattraper en faisant plutôt comme ceci ou alors comme cela. Et on a fait cet essai sur l'hiver une fois, et puis après, en fonction des résultats, on a redirigé le protocole pour le deuxième hiver. Alors, ceux qui reçoivent le flash abeille ont déjà vu ce tableau. Le bilan et les données du premier hiver ont déjà été présentés dans ce dernier numéro du flash abeille. Et si vous n'avez pas ce que c'est, vous pouvez le recevoir en vous inscrivant sur notre site internet pour le recevoir gratuitement. Vous avez ici différentes boîtes de couleurs, donc des résultats d'efficacité moyenne sur des ruches traitées avec l'apibioxal, des ruches traitées avec l'apibioxal, plus encore un deuxième passage en sublimation d'apibioxal. Ça, c'est la boîte verte, et la boîte rouge, c'est les ruches traitées avec du varomède. Et la boîte noire, c'est le rucher témoin qui n'a pas été traité pendant l'hiver et qui donc n'a subi que le traitement de fin d'été. Lorsqu'on compare ces données qui sont là, donc c'est les données cumulées, toutes les régions confondues, tous les ruchers confondus, se traiter au bon moment, se traiter tardivement. C'est vraiment des données très globales. Il y aura un article bientôt qui sera publié, qui présentera plus en détail tous les cas de figure qu'on avait prévus dans l'expérimentation et sur lesquels on va pouvoir vous présenter des résultats. Pour l'instant, je ne présente que des résultats globaux. Qui sont donc déjà de comparer les médicaments entre eux. On se rend compte qu'entre la boîte bleue et la boîte rouge, c'est la même chose, grosso modo, pas de différence sensible entre le choix du médicament un tel ou un tel. Donc les deux médicaments à base d'acide oxalique sont d'un effet comparable lorsqu'on les utilise en hiver. Lorsqu'on fait avec la boîte verte, on a fait un deuxième passage avec un coup de sublimation une semaine, 10 jours après le premier passage de dégoûtement. On voit qu'il y a un léger mieux. Là, il y a une meilleure efficacité globale. Mais globalement, surtout ce qu'on a constaté, ce qui nous a beaucoup étonné, c'est qu'il y a une efficacité globale qui n'est pas bonne, qui n'est pas celle qu'on espérait. Avec un traitement hors couvain, on espère vraiment taper le varroa de la meilleure des façons et atteindre les 90-95% d'efficacité. Et on se rend compte que la majorité des ruches n'ont pas du tout atteint ce seuil d'efficacité. Et on a une médiane qui est plutôt autour des 80%, 84%. Avec même des ruches qui sont en fait traitées ici beaucoup moins bien. On a 25% des données qui sont dans la marge entre 40 et 60% d'efficacité. Donc on peut même parler d'échec de traitement alors qu'on a fait l'application correcte au bon moment du bon produit. Ça, c'était très surprenant. Alors, il y a des diversités de résultats entre les régions. Il y a des régions où ça a très bien marché, des régions où ça n'a pas aussi bien marché. Ça aussi, ce sera détaillé dans l'article détaillé que nous ferons bientôt paraître. Mais pour l'instant, on se borne à ces constats-là. On remarque donc que lorsqu'il y a du couvain dans les ruches, lorsque la reine a repris sa ponte, on perd en efficacité. Donc là, ce n'est pas dans les graphiques qui sont présentés, ce sera dans d'autres graphiques. On se rend compte qu'on perd entre 10 et 15% d'efficacité globalement et en moyenne. Donc effectivement, c'est mieux de traiter dans la bonne période et de bien s'y limiter, et ne pas reprendre trop tard la lutte contre le varroa.
Autre résultat qui n'est pas présenté ici, c'est l'impact sur la santé des colonies, sur le nombre d'abeilles, de cellules de couvain et la dynamique de la colonie. Aucun impact n'a été mesuré, donc tous ces protocoles de traitement sont corrects et respectent la santé de la colonie. Comment tu arrives à savoir tes 80% 80% dans la boîte? Oui. C'est la médiane des données. Oui, mais tu dis que tu as tué. Ah oui, on a fait un traitement de contrôle, oui, j'ai oublié de dire, comme la question de monsieur. Là, dans ce protocole de la première année, on a appliqué nos traitements, on a fait des évaluations de varroa avant traitement, on a compté les varrois qui tombaient, on a fait des évaluations de varroa après traitement, et on a fait un traitement on a surtraité au printemps, avec des lanières à pivard et tout, on a surtraité au printemps, et on a refait des comptages pendant cette période-là. Et donc, on a déduit ce pourcentage. Voilà. Très bonne remarque, merci. Et pendant le deuxième hiver, on a recentré un peu notre protocole et on a notamment arrêté cette notion de traitement de contrôle parce que ça posait des problèmes aux apiculteurs qui voulaient bien nous prêter des ruches mais qui voulaient bien aussi les utiliser une fois que c'était la saison. Donc on a dit ok, on va faire autre chose. On va faire un suivi de performance de vos ruches pendant la saison 2022. Quelles sont les quantités de miel récoltées et on va essayer de mettre ça en relation avec les infestations qu'on a mesurées sur vos ruches à l'automne et au printemps et on va remesurer ça en été. Et d'ailleurs, j'ai poursuivi aussi cet automne avec les mêmes ruchers pour vous présenter les données que je vais vous présenter maintenant. Alors, le protocole, ça a été recentré sur un médicament, parce qu'on a vu qu'il n'y avait a priori pas de différence entre les deux médicaments qu'on avait choisis. On s'est centré sur un médicament et on s'est posé la question de l'efficacité, l'éventuelle amélioration de l'efficacité de la multiplication du traitement. Est-ce qu'un dégouttement, ou alors 2 sublimations, ou alors 4 sublimations apportent une différence, un mieux contre le varroa, et éventuellement des différences sensibles sur les performances des ruches l'année suivante? Alors ces données ne sont pas encore traitées, elles sont pour l'instant en train d'être moulinées, on va travailler dessus cet hiver. Je vous présente juste les niveaux d'infestation qu'on avait eu dans les 4 ruchers qui ont été suivis dans le Grand Est. J'ai pas dit quelque chose d'important, c'était le nombre de ruches. Non, je l'ai pas mis, j'ai dû l'enlever. En tout cas, donc il y avait 4 ruches dans le Grand Est, chacun 45 ruches, et on est 4 régions à faire ce suivi. Donc ça fait 16 ruchers de 45 ruches impliquées. Donc on arrivera quand même à avoir des valeurs statistiques intéressantes. En tout cas, on l'espère. Alors, pour ce qui est du choix des ruchers, j'avais demandé aux apiculteurs de l'ADA de me donner les ruchers les plus infestés qu'ils avaient. Et je n'ai pas été déçu parce que j'avais justement des apiculteurs qui m'ont dit ben, voilà, ça tombe bien, moi j'ai un rucher là, qui va pas bien du tout, pourtant voilà, échec de traitement ou histoire de vie. Donc on est parti sur des ruchers vraiment qui n'allaient pas bien en novembre et donc on a mesuré cette infestation en novembre, on a traité pendant l'hiver. On a mesuré en avril, tout allait beaucoup mieux. On a mesuré en juin, comment ça a évolué. Et on a mesuré de nouveau en juillet pour essayer de suivre cette évolution sur la période charnière de juin à juillet. Et le seuil de la barre à Poitiers, c'est le seuil des 3%, qui est donc celui à partir duquel on s'attend à avoir un impact sur la production. Donc on se rend compte que ça, vous avez un paysage de l'évolution de l'infestation varroa sur 4 ruchers, avec donc juste un traitement d'hiver. Là, on est après le traitement d'automne. Hein. Donc ça, c'est déjà intéressant de regarder ces chiffres, et ce sera encore plus intéressant d'en faire l'étude détaillée. Et on a également mesuré les quantités de couvain, de pontes, quantité d'abeilles, pour essayer de voir de quelle manière évoluer ces colonies dans le détail. Alors, je ne vais pas vous présenter de résultats. J'ai juste là, en discutant avec les apiculteurs qui ont participé, j'avais fait un graphique qui me prenait, qui tentait de faire une corrélation entre les gains de miel mesurés en juillet et l'infestation varroa mesurée en juin. Donc juste le mois avant d'avoir fait la récolte, un peu comme la mêlée de lavande. Et donc malheureusement, j'ai pas beaucoup de points encore sur mon graphique, mais on voit qu'il y a quand même une tendance à aller vers la moindre capacité de récolte quand on est dans des ruchers de plus en plus infestés. Il y a juste une erreur là, 1000%, bon voilà, il y a une erreur de conception du graphique, mais c'est bien sûr voilà, ce n'est qu'une erreur. Alors on voit déjà une tendance à l'échelle de juste de ces 4 ruchers sur un hiver. On voit qu'il y a bien sûr des ruches qui n'ont pas de varroa, ou alors qui n'ont pas été détectées comme étant...
infestées par la méthode de détection, mais qui n'ont pas non plus fait de belles performances en miel. Bien sûr, c'est possible si elles avaient une faible population, si elles ont eu un problème de type sanitaire différent, ou si elles ont essaimé. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'une ruche ne peut ne pas être performante en récolte de miel, autre que varroa. En tout cas, ces données vont être passées à la moulinette et j'espère qu'on pourra vous en représenter plus de matière lors de nos prochaines réunions. Ce qu'on a fait également avec ces ruchers, vu qu'on avait déjà passé beaucoup de temps et beaucoup d'heures à compter les varrois pendant tout l'automne dernier, le printemps et l'été, on a proposé aux apiculteurs de continuer cet automne à compter des varrois pour eux, pour voir comment se passeront leurs traitements d'automne. Et donc je vais vous présenter, voilà, pour terminer, ces cas particuliers d'apiculteurs qui ont traité avec telle ou telle solution en fonction de leur choix. Et on a comme ça, par exemple, un premier apiculteur qui a traité avec Apistan, parce que justement, l'apivare, il l'utilise depuis des années. Il est conscient de cette problématique d'accoutumance et il a envie d'alterner, pour une fois, de changer et de pratiquer une alternance de molécules. Et donc, il a choisi un des autres médicaments autorisés. Et lorsqu'on a visité le rucher après le traitement, il était satisfait parce qu'à l'œil, tout était propre, les ruches étaient belles, populeuses, 5, 6, 7, 8 cadres d'abeilles, propres, pas de symptômes visibles. En cherchant bien, j'ai vu un varroa sur le dos d'une abeille. À l'œil, on était très content. Et après, j'ai fait les lavages des abeilles qu'on avait prélevées ce jour-là. Et on a ici donc le lavage réalisé le 5 août avant Apistan, enfin le jour de la pose de l'Apistan, et le lavage réalisé, donc c'était cette semaine. Lorsqu'il en a retiré les lanières à piston, et on se rend compte que globalement, la boîte est très similaire et que l'infestation varroa n'a pas bougé, elle n'a pas évolué, ni en mieux ni en moins. Donc sur cette solution de traitement sur laquelle on sait qu'il y a des résistances et qui n'est pas associée aux meilleures performances de survie des ruches à l'hiver, on constate ici dans cet essai, avec 2 estimations, qu'il n'y a pas eu d'effet satisfaisant. En tout cas, l'objectif recherché du traitement, qui était de ramener la colonie à un état inférieur à 2% d'infestation pour permettre donc des abeilles d'hiver de bonne qualité, n'a pas été atteint. Et donc les belles abeilles populeuses qu'on a vues naître et courir partout sur les cadres sans ailes atrophiées n'étaient probablement pas aussi saines que cela et portaient déjà une fatigue en elles, vu qu'on sait que varroa, avant d'avoir des symptômes visibles sur les abeilles, avait déjà entraîné des symptômes invisibles du type baisse de la durée de vie, baisse des performances de vol, baisse de la qualité de la gelée royale, baisse de tous les critères biologiques de l'abeille, qui a donc subi la parasitose. Donc l'apiculteur est invité à réagir, à contacter son vétérinaire pour mettre en place une stratégie de lutte la plus rapide possible pour essayer de réguler la situation. Et le mal est déjà fait. On va voir comment ce rucher se portera au printemps. Un autre cas avec un apiculteur qui a traité en biologie. Donc il a mis en place une méthode de lutte à l'acide oxalique en fin d'été. Qui est donc attendez, d'accord, oui, j'ai présenté les données en 2 fois. Là je vous ai présenté les données de l'essai hiver de varroa, 2e hiver. On est parti sur ce rucher d'un rucher très infesté. On a testé 3 modalités d'acide oxalique cet hiver. Au printemps, on avait un rucher assez peu infesté, assez propre, avec quelques ruches quand même, 4-5 ruches qui étaient largement au-dessus de la normale et qui étaient inquiétantes. Au mois de juin, très peu infesté aussi, tout va bien, très propre. Et au mois de juillet, on commence à voir soudain, sur un pas de temps de 3 semaines, 4 semaines, sortir des valeurs de varroa beaucoup plus inquiétantes, beaucoup plus fortes, avec déjà 25% des ruches qui se situent entre 8 et 15% d'infestation. Et après, donc, on est revenu, parce que là, à ce moment-là, l'apiculteur a dit « Ah ouais, ça va pas, mon rucher est très infesté, mais je suis au courant, je vais faire de l'acide oxalique, et ça va déjà aller mieux, et je ferai un apitrase après, si nécessaire. » Donc on est revenu quelques semaines après qu'il ait fait ses oxaliques, et on a remesuré l'infestation du rucher pour voir où en était cette infestation. Et elle n'avait pas beaucoup augmenté, mais elle avait quand même augmenté, en tout cas elle n'avait pas baissé. Et la méthode de lutte acide oxalique qui avait été mise en place sur le rucher n'avait pas du tout eu les effets qui étaient attendus et qui étaient escomptés. Donc à ce moment-là, l'apiculteur s'est rendu compte qu'il était bien nécessaire de passer par une solution différente du type apitrase pour le cas de cette exploitation.
Et malheureusement, à la fin de la pitraz, dans quelques semaines, donc en septembre, octobre, novembre, on ne va pas refaire de prélèvement parce que là, c'est plus adapté à des périodes aussi tardives. Donc malheureusement, pour mon graphique, il manquera la boîte à moustache post-traitement à pitraz. C'est dommage. Mais on va pas sacrifier les ruches. On n'est pas sur des ruchers de chercheurs. On est sur des ruchers qui appartiennent à des producteurs. Et il faut quand même leur laisser la vie. En comptage de chute naturelle. Mais je saurais pas le relier. Oui, non, mais un comptage au mois d'avril. En avril, oui. On proposera effectivement en avril de regarder comment vont les ruches. Ouais. Mais il aura fait un oxalique probablement aussi pendant l'hiver. Probablement. Ouais, à voir. Et une des surprises qu'on a eues sur ce suivi, c'est de voir que le comptage de varroa au fond du tamis lorsque tu fais ton lavage d'abeilles était beaucoup plus compliqué que prévu, parce que si vous me posez la question, je dirais que ça prend 1 minute, 2 minutes par ruche à laver. Bon, ça prend du temps à prélever, ça prend du temps à laver. C'est une méthode qui demande du travail. Mais lorsqu'on doit faire la distinction entre le petit pou et le petit varroa, on multiplie le temps de travail et le temps de comptage. C'est tout d'un coup beaucoup plus compliqué. Et pour vous montrer en gros plan la différence entre un varroa et un pou. Là, sur la photo, c'est bien différent, mais lorsqu'ils sont morts, qu'ils ne bougent plus, que les pattes sont recroquevillées, on a besoin d'une loupe, de greffage pour bien faire la distinction et d'un peu de patience. Alors, ça m'a permis de faire un super deuxième essai, cette surprise, de calculer l'évolution des poux en fonction des mêmes schémas de l'année. Et on se rend compte qu'on a... Alors, l'échelle n'est pas du tout la même. On est à une échelle 10 fois plus petite. Vous voyez à gauche, le nombre de poux pour 100 abeilles, on est entre 0 et 2,5%, alors qu'avant, on avait été entre 0 et 25%. Donc, on a 10 fois moins de poux que de varroa. Et globalement, on se rend compte que ça évolue assez peu dans l'année. Bon, il y a bien une augmentation au fur et à mesure de l'été. Juin, juillet, ça monte un peu. Ça va des fois atteindre 2%, 2,5%. Mais globalement, voilà, ça n'a pas explosé. Et donc, ce poux, ce bro-là, qui est en fait pas un pou, hein, on me l'a rappelé dans les commentaires que c'était une mouche sans ailes, se situera essentiellement par exemple sur la reine. Donc sur la reine, il va se focaliser, on en verra même plusieurs courir sur le dos de la reine, et on le retrouvera sur les abeilles nourrices également, mais dans des proportions assez faibles. Alors je ne sais pas vous en dire plus, parce qu'il y a très peu de recherches faites sur cet insecte, qui en fait était prétendu disparu, et c'est surtout la première surprise, c'est de le retrouver quelque part dans un rucher. Donc si vous en avez chez vous, parlez-moi-en, qu'on fasse quelque chose, déjà l'état des lieux de l'existence de ce parasite et quelles problématiques il pourrait éventuellement poser à vos colonies. Et quand tu mets oxalite x4, ouais. C'est 4 traitements c'est sublimation. Ah, par sublimation. Ouais. Parce que l'acide oxalique en dégoûtement n'est pas conseillé à être multiplié parce qu'il va porter préjudice aux abeilles. Et donc il en fait un par semaine? Oui, j'ai pas tout le détail, mais en gros c'était ça, dans l'idée où tous les 3-4 jours, tous 5 jours. C'est un peu la méthode italienne qui font sur des périodes hivernales sans rupture de ponte. Et c'est beaucoup mieux supporté par l'abeille, il n'y a pas d'effet délétère. Bon, j'ai presque fini, hein. J'ai encore 2 cas à vous présenter, dont le meilleur pour la fin. Mais c'est pas celui-là. Là, j'ai un apiculteur qui a traité en bio en faisant des choses qui paraissaient sur le papier absolument parfaites. Il a externalisé le couvain en fin de saison. Il a enlevé le couvain. Il a fait des essaims avec. Hein, il l'a pas détruit. Mais avec les ruches sans couvain, il a remis avec la reine sans couvain. Il a fait un traitement d'oxalique, donc en période hors couvain, créé artificiellement. Ce qui passe donc pour être une façon idéale de réaliser son traitement à l'acide oxalique. Et puis après, il a relancé la ponte en apportant du sirop. Et on est venu quelques semaines plus tard pour regarder dans quel état étaient les colonies. Est-ce qu'elles étaient en bonne santé? Oui. Est-ce qu'elles avaient pondu? Oh, très bien. Est-ce que le couvain était beau et dynamique? Tout à fait. Et les naissances de très belle qualité, très, très, très belle dynamique. Donc un pari réussi sur la méthode. Les colonies n'ont pas souffert d'avoir été coupées de leur couvain.
elles ont très bien récupéré, très bien pu se développer. Par contre, l'infestation varroa qu'on a mesurée à cette date du 8 septembre était très décevante parce qu'elle était beaucoup plus forte, elle avait donc augmenté malgré la mise en place de cette mesure de traitement. Et là, j'en mange un peu mon chapeau parce que je m'attendais bien à des résultats contraires. Et surtout qu'il partait d'un rucher au 21 juillet qui était a priori assez peu infesté, qui ne nous apportait pas d'inquiétude particulière. Et les solutions, enfin les explications, je vais bien être en mal de vous les donner aujourd'hui. Il n'a pas laissé des ruches témoins pour savoir... Non, tout le rucher a été traité. Par contre, il y a des ruches dans le voisinage, bien sûr. Combien, a priori, peu. En tout cas, l'apiculteur ne sait pas s'il y en a beaucoup. Et les couvains qui avaient été sortis avaient été mis bien plus loin sur un autre rucher. Et il avait été, où il a mis une cellule, il a laissé venir. Donc il y a aussi une période sans couvain qui sera utilisée pour traiter à l'acide oxalique cette autre partie de la ruche initiale. Mais là, c'est plutôt étonnant. Mais en tout cas, le fait d'avoir fait une mesure de l'efficacité de son traitement lui a permis d'avoir une notion d'échec qui lui a permis ensuite de mettre en place des mesures correctives derrière, plutôt que de se dire c'est bon, je pars en vacances, j'ai fini mon année, tout va bien pour le printemps prochain. Ça, c'était donc quelque chose d'assez étonnant et que je ne peux pas vous expliquer parce qu'on a vu d'autres essais qui montraient à quel point ça marchait bien cette méthodologie. Mais je t'en prie. Que tous les produits qu'on nous propose actuellement, ils sont très efficaces. C'est juste nous qui ne savons pas les utiliser. C'est compliqué. On voit surtout que c'est compliqué, que c'est pas parce qu'un produit est efficace qu'on l'a en main qu'il va atteindre son objectif. Alors, sur le terrain, il y a plein de traits d'histoire de vie. Un médicament extrêmement efficace contre le varroa qu'on va mettre à Noël ne va pas, qu'on va mettre trop tard, il ne va pas apporter l'effet recherché. Et puis il y avoir des médicaments pas très efficaces, mais qui peut être utilisés en association à des méthodes techniques, va apporter des résultats intéressants. Et là, on était vraiment dans ce cas-là, un produit efficace avec une méthode biotechnique efficace, et pourtant le résultat n'est pas bon. Pour quelle raison? J'aimerais bien avoir la réponse. Et pour terminer, j'avais encore un cas, le meilleur pour la fin, en vous présentant des résultats de mesures d'infestation sur des rennes inséminées VSH. Et on est chez donc un apiculteur pareillement. Donc voilà, les boîtes parlent d'elles-mêmes. En août, on avait mesuré l'infestation très faible, moins de 1% de varroa pour 100 abeilles. L'apiculteur joueur, sélectionneur, s'est dit je ne traite pas, je regarde comment ça évolue hors traitement. Et donc je vous ai mis la boîte et les données brutes à droite de ce même rucher 1 mois et demi plus tard. Et donc l'infestation reste globalement basse, beaucoup plus basse que ce que j'aurais parié moi-même. En sachant qu'elles n'ont pas été traitées depuis l'automne dernier. Donc elles ont fait une saison de miel, elles ont travaillé, elles ont fait des cadres de couvain, elles ont fait des hausses. L'année n'était pas excellente, mais elles ont quand même fait du couvain, elles ont quand même fait du miel. Et derrière, en absence de tout traitement, on se retrouve avec des ruches qui maintiennent l'infestation assez bas. Et comme on est sur seulement une dizaine de ruches par rucher, je vous ai mis les données pour vous montrer qu'en fait il y a 3 ruches qui ont sorti des scores de 3% et quelques, et qui sont donc infestés au-delà d'un seuil qu'on aurait envie d'atteindre en ayant traité nos ruches. Mais la plupart des autres ruches, donc les 7 autres, ou les 6 autres, je ne sais plus maintenant combien elles sont, 4, 5, 6, 7, ouais, 7 autres, sont encore dans des valeurs tout à fait correctes, des valeurs qu'on cible pour une des ruches qui ont été traitées. Donc voilà, là aussi, grand étonnement, pour ma part en tout cas, car j'ai toujours un peu de... ce qui marche le mieux. Ben, voilà, ben, c'est ça. Donc c'était quelque chose j'avais envie de présenter ces résultats qui sont très bruts de décoffrage pour animer un peu les questions et les réflexions qu'on a sur est-ce qu'il faut traiter de plus en plus, ou est-ce qu'il faut peut-être changer de paradigme pour arrêter de traiter et de multiplier les traitements et à revenir à une sélection draconienne. Voilà, c'était ma dernière diapo. On va passer aux questions et en conclusion, on a ce petit dessin là qu'on utilise parfois pour vous dire que ne pas rester aveugle face au varroa, c'est vous donner des outils nécessaires pour optimiser et piloter votre exploitation. Et vous inviter à aller sur Internet pour récupérer les documents qui sont mis à disposition de tout un chacun.